Éteindre les micros. Bien. Donc, aujourd'hui, on va parler de l'insuffisance mitrale. On n'a malheureusement pas beaucoup de temps puisqu'il faut, avec cette application, on peut parler qu'une demi-heure à 40 minutes maximum. Donc, je vais vous faire un résumé sur l'insuffisance mitrale. Excusez-moi, s'il vous plaît, mais on peut relancer juste après, Et on quand peut ça, relancer si quand on on veut. termine les 40 minutes. On va essayer de faire ça. Sinon, je pourrais, puisque je vous envoie le cours juste après, s'il y a des questions, on pourra toujours se reconnecter. Mais si on arrive à finir en une demi-heure ou 40 minutes, je pense qu'on pourra finir en 40 minutes. C'est possible. J'ai déjà fait. D'accord, Donc, merci. bon, alors ceux qui ne me connaissent pas, ils vont voir ma gueule. Euh, j'ai la caméra, je ne sais pas si elle marche ou pas. Bien. Alors, donc, sans plus tarder, éteignez vos micros, sinon je vais le faire d'ici. Alors, donc l'insuffisance mitrale, si on veut la définir, c'est un reflux d'un volume sanguin du ventricule gauche dans l'oreillette gauche pendant la systole. Les causes, elles sont multiples, et puis on distingue classiquement les isèmes organiques qui sont liés à des véritables lésions de l'appareil mitral sur ces quatre composantes, ou bien une IM fonctionnelle qui est plutôt due à une atteinte du ventricule gauche, une dilatation de l'anneau, mais l'appareil mitral lui-même, l'appareil valvulaire et sous-valvulaire n'est pas atteint. Euh, Voici les structures. Voici les structures qui composent l'appareil mitral. Vous avez donc ici la valve, donc les deux feuillets de la valve mitrale, la grande valve et la petite valve. Et vous avez ici les piliers ventriculaires, le postéromédial et l'antérieur, et qui sont reliés à la valve par des cordages. Enfin, vous avez ici un anneau fibreux. On voit ici donc la section de l'anneau fibreux. Donc, vous avez finalement quatre structures, ce qu'on appelle les structures élémentaires de l'anneau mitral. Donc, vous avez l'anneau, vous avez les valves, les cordages et les muscles papillaires. Ou bien on les appelle aussi les piliers. Et vous imaginez qu'à chaque fois qu'une atteinte de ces éléments, que ce soit les piliers, que ce soit les cordages, que ce soit les valves ou l'anneau, eh bien, cela peut provoquer une insuffisance mitrale. Habituellement, c'est la coexistence de lésions au niveau d'un ou de plusieurs plutôt l'atteinte élémentaire qui concourt à l'émergence d'une insuffisance mitrale. Sur le plan physiopathologique, on distingue deux choses, deux formes plutôt. Alors, vous avez la forme chronique, donc une insuffisance mitrale chronique, une insuffisance mitrale aiguë, et vous allez avoir, c'est très souvent une question qui revient à l'examen. Et on vous donne quelles sont les différences sur le plan fonctionnel et sur le plan mécanique de l'insuffisance mitrale entre l'IM chronique et l'IM aiguë. Alors, l'IM chronique, donc, vous avez en amont, donc, au niveau de l'oreillette gauche et au niveau de la circulation pulmonaire, vous avez une dilatation de l'oreillette gauche. Cette dilatation de l'oreillette gauche, elle est due à une augmentation de la pression et du volume sanguin qui règne dans l'oreillette gauche à cause de ce reflux sanguin qui remonte vers la circulation en amont de la valve mitrale. Cette dilatation de l'oreillette gauche, elle peut entraîner toute cavité cardiaque dilatée et sujette, si vous voulez, à des arythmies, que ce soit au niveau des ventricules, au niveau des oreillettes. Ici, en l'occurrence, l'oreillette. Ça commence d'abord par des extrasystoles auriculaires et puis l'évolution va vers la fibrillation atriale. Et vous savez très bien que avec une conséquence très importante, c'est que la survenue d'une fibrillation atriale sur une cardiopathie structurelle, c'est un tournant évolutif péjoratif dans l'évolution de la maladie. Il y a aussi, à chaque fois qu'il y a
une arythmie, vous l'avez vu avec le rétrécissement mitral, je suppose, qu'il y a un risque de thrombose de l'oreillette gauche, surtout au niveau de l'auricule, mais ces phénomènes sont assez rares, beaucoup plus rares en tout cas que ce que l'on voit dans le rétrécissement mitral, puisque le flux qui revient vers l'IM, le flux de l'essence mitrale qui va laver l'oreillette gauche, eh bien, empêche, si vous voulez, ou minimise la formation de ces thromboses intra-auriculaires gauche. Et donc, vous avez aussi une augmentation de la pression capillaire pulmonaire, et donc ça vous donne une hypertension artérielle post-capillaire. Tardivement, et évidemment, l'arbre pulmonaire va réagir à cette augmentation de la pression pulmonaire, et donc on va avoir une augmentation de la résistance artériolaire pulmonaire avec une ventriculaire droite assez sérieuse. Évidemment, il ne faut jamais arriver à ce stade, puisque ici, on aura perdu la bataille. C'est un stade qui n'est pas utile pour la chirurgie. On aura absolument tout perdu. Donc, c'est un stade tardif de la maladie. Enfin, pour l'IM aigu, vous avez une augmentation extrêmement importante de la pression capillaire au niveau de la circulation pulmonaire. Par contre, l'oreillette gauche et le ventricule gauche n'ont pas le temps de se dilater. Et donc, en réalité, toute cette hyperpression qui règne dans l'oreillette gauche va tout de suite remonter dans la circulation pulmonaire, et on a des tableaux extrêmement de dénudement. Est-ce que vous pouvez… Allez, on reprend. Allez, on reprend. Quoi? C'est bon pour tout le monde? Oui, monsieur, c'est bon. Très bien. Alors, donc, on continue. Alors, globalement, voici les répercussions d'une insuffisance mitrale. Vous voyez que vous avez ici le ventricule gauche. Si durant la systole, vous avez une quantité de sang qui va revenir qui va y aller dans l'oreillette gauche, donc il revient sur l'oreillette gauche. Et donc, l'oreillette gauche, en fait, elle doit recevoir une quantité de sang de la circulation pulmonaire, plus celle qui remonte du ventricule gauche. Et donc, cette hyperpression va faire que l'oreillette gauche doit se dilater. Et donc, c'est une hyperpression qui va être transmise au niveau de la circulation pulmonaire. En réalité, il faut intervenir lorsque la circulation pulmonaire n'est pas très importante, n'est pas au stade de résistance, d'augmentation de résistance. C'est l'augmentation de résistance, vous avez une dysfonction. La maladie change, ce n'est plus une atteinte mitrale uniquement, mais c'est une maladie cardio-pulmonaire. L'autre point qui est important à signaler, donc à un stade avancé, vous allez avoir finalement une hypertension artérielle pulmonaire sévère avec une insuffisance ventriculaire droite. À ce moment-là, le pari est perdu, comme j'ai dit. Alors, ça, c'est la différence entre une IM aiguë et une IM chronique. Ça, c'est une IM chronique. Vous voyez que l'oreillette gauche est extrêmement dilatée. Et à ce moment-là, en général, les signes fonctionnels pendant très longtemps ne sont pas très importants parce qu'il y a une sorte de tampon. Cette dilatation de l'oreillette gauche joue le rôle de tampon et donc, c'est pas très symptomatique parce que toute l'hyperpression si vous voulez, est tamponnée par l'oreillette gauche et elle ne va pas remonter dans la circulation pulmonaire. Par contre, dans une IM aiguë, vous voyez que l'oreillette gauche ne se dilate pas, le ventricule gauche ne se dilate pas, et cette hyperpression qui remonte dans l'oreillette gauche, elle va tout de suite y aller dans la circulation pulmonaire, et vous avez un tableau clinique extrêmement bruyant avec, en général, des tableaux d'OAP. Alors, en aval, par contre, on a très souvent une diminution du débit cardiaque par diminution du volume d'éjection systolique, mais ça arrive dans des IM extrêmement importantes et évoluées. Vous avez donc le ventricule gauche va se dilater, c'est une dilatation de type surcharge volumique puisqu'il reçoit un ventricule gauche de volume de plus en plus important. Vous savez que le ventricule gauche se dilate. Lorsque le ventricule gauche va se dilater, il va dilater l'anneau. Qui dit dilatation de l'anneau dit augmentation de la fuite mitrale ou de la régurgitation mitrale ou de l'insuffisance mitrale, c'est la même chose. Et donc, vous voyez qu'on dit que l'insuffisance mitrale est une maladie auto-aggravante.
Alors, quelles sont les étiologies? Je vous ai dit tout à l'heure qu'on peut avoir des lésions élémentaires au niveau des 4 éléments qui constituent la valve mitrale ou l'appareil valvulaire mitral. Et donc, on peut toucher la valve elle-même, les cordages, les piliers et enfin la paroi qu'on contient l'infarctus. Et finalement, une dilatation de l'anneau mitral. Alors, les étiologies, il y a des étiologies chroniques. Habituellement, la maladie la plus répandue chez nous, c'est le rhumatisme articulaire aigu, mais enfin, on en voit de moins en moins. C'est beaucoup plus des IM dystrophiques ou des IM dégénératifs qu'on voit sur le sujet âgé. Et puis, il y a des causes beaucoup plus rares. La radiothérapie, vous avez tous entendu parler peut-être du métécérgite ou les anorexiogènes qui sont à l'origine de certains nombres d'atteintes valvulaires mitrales. Enfin, il y a aussi des atteintes dystrophiques, certaines maladies du tissu élastique telles que la maladie de Marfan ou le prolapsus de la valve mitrale. Il y a des causes aiguës aussi. Alors, dans les causes aiguës, on note l'infarctus du myocarde. Donc, à la phase aiguë, vous avez l'ischémie par soit une ischémie du pilier lui-même, donc il y a une dysfonction du pilier et à ce moment-là, il y a un défaut de fonctionnement de la valve mitrale. Sinon, on peut trouver aussi une rupture de cordage des IM dystrophiques, c'est des IM aigus, et enfin une endocardite bactérienne qui va entraîner des lésions extrêmement importantes de l'appareil valvulaire mitral et même de l'appareil sous-valvulaire, et souvent ça donne des lésions délabrantes qui requièrent des interventions assez urgentes. Vous avez aussi des dysfonctions de prothèses, donc les patients qui ont été déjà opérés pour une pathologie valvulaire mitrale, vous leur mettez une prothèse et puis à un certain moment, il y a des lâchages de sutures ou il y a des dysfonctions de bioprothèses, de prothèses biologiques, et donc ça peut donner des insuffisance mitrale sur ces prothèses. Il y a également des causes iatrogènes. Alors, les causes iatrogènes, c'est lorsqu'on veut dilater une insuffisance mitrale. Et qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, le geste est trop important, donc la valve est un peu calcifiée. On va forcer sur la dilatation et on va rompre, si vous voulez, la valve mitrale et on aura une insuffisance mitrale aiguë qui peut être très sévère et parfois même fatale. Ça requiert en général un geste de réparation tout à fait urgent. Alors, ici, je vous quelques exemples de rupture de cordage. Vous avez ici la rupture de cordage. Ici, vous avez une rupture, et ça vous donne ce qu'on appelle ici un prolapsus de la valve mitrale. Et vous voyez que le prolapsus de la valve mitrale, c'est que la fermeture de la valve ne se fait pas au niveau de l'anneau mitral, mais se fait dans l'oreillette gauche. Et là, vous avez non seulement une rupture de cordage, mais vous avez une rupture de pilier ici. Regardez le pilier ici, il est sain. Par contre, ici, il est rompu. C'est des choses qu'on voit lors des atteintes par infarctus. Ensuite, alors, si les formes rhumatismales demeurent fréquentes chez nous, elles sont devenues beaucoup plus rares dans les pays développés et les formes dystrophiques par dégénérescence de fibroélastique du sujet âgé sont de plus en plus fréquentes. Alors, comment évaluer sur le plan clinique et paraclinique l'insuffisance mitrale? Donc, en général, on fait un interrogatoire très important. Donc, les circonstances de découverte, elles sont assez fréquentes et elles sont pas du tout spécifiques. Très souvent, la maladie pendant très longtemps, l'insuffisance mitrale peut rester asymptomatique. Et ça peut être découvert de tout à fait fortuite au cours d'une visite d'embauche, au cours le jour de la consultation pour le service militaire pour les hommes, et puis à l'occasion d'un accident gravido-cardiaque, d'un accouchement, d'une consultation pour quel que soit le motif en médecine. Et puis, sinon, c'est des manifestations cliniques qui peuvent être du symptôme le plus banal, qui est la dyspnée, les palpitations, l'essoufflement, la fatigue, l'insuffisance cardiaque et parfois des complications plus graves telles que l'endocardite bactérienne et l'insuffisance cardiaque ou l'AVC.
Donc, c'est très disparate d'un patient à un autre. Alors, donc, on va rechercher dans les antécédents la notion de rhumatisme articulaire aigu que je vous ai dit, elle est extrêmement rare maintenant. Et on va rechercher la notion plutôt d'angine à répétition dans l'enfance et qui n'ont pas été traités ou maltraités. C'est un élément qu'on va retrouver, si vous voulez, un cas sur deux. C'est pas si fréquent que cela. Il y a également, par ailleurs, des maladies infectieuses. S'il y a eu une endocarde bactérienne, s'il y a eu dans l'enfance une maladie rhumatismale quelconque, telle que la maladie de Steele. Enfin, certains médicaments et puis une coronaropathie chez le sujet âgé. Ensuite, après cet interrogatoire, évidemment, il faut examiner les patients et on a parlé des signes fonctionnels et puis sur le plan auscultatoire, donc je sais à peu près de quoi il s'agit, je vais ausculter et c'est très particulier. Donc, on va trouver un souffle holosystolique, donc qui prend toute la systole du premier bruit jusqu'à la fin, et il est en dapexian, au niveau de la pointe. Il est en jet de vapeur, classiquement on décrit comme étant un souffle en jet de vapeur qui irradie vers les selles. Il y a une radiation très particulière et vers le foyer d'herbe, vers le sternum. On appelle ça un souffle en écharpe, et habituellement il est dû à un prolapsus de la valve mitrale. Évidemment, ce souffle il peut irradier vers le dos. En général, quand il irradie vers le dos, eh bien, ça veut dire qu'il est assez important. Alors, le souffle systolique de pointe, il peut manquer. Il peut être très discret, on peut ne pas l'ausculter, mais il faut noter une chose, c'est qu'il n'y a pas de lien entre l'intensité du souffle et l'importance de la fuite mitrale. En réalité, on peut trouver une IM silencieuse alors qu'elle est véritablement importante. Il y a des signes acoustiques qui veulent dire, c'est vraiment qu'on les trouve, c'est témoin d'une IM importante. Alors ça, c'est une question d'examen. On peut vous demander quels sont les signes acoustiques de l'insuffisance mitrale importants. Eh bien, c'est l'existence d'un B3. Le B3, c'est un galop protodiastolique, c'est un bruit surajouté qui est lié à l'augmentation du remplissage protodiastolique. Il y a le roulement du débit protodiastolique qui est dû à la fermeture précoce de la valve mitrale sous l'effet du remplissage important à partir de l'oreillette gauche, et puis l'éclat du B2 pulmonaire qui est en rapport avec une hypertension artérielle pulmonaire. On peut également ausculter un souffle d'insuffisance tricuspidienne au niveau de la xiphoïde, et qui veut dire que le ventricule droit est dilaté, et donc l'anneau mitral est dilaté, c'est une unité secondaire à l'évolution de l'insuffisance mitrale. Et enfin, l'auscultation pulmonaire on peut trouver si vous voulez, des crépitants dans les champs pulmonaires, qui veut dire qu'il y a une insuffisance ventriculaire gauche, et donc l'IM est assez conséquente, il va falloir agir. Donc voici le souffle, donc il est holosystolique avec un éclat de B2 ici. Donc on l'entend depuis le B1 jusqu'au B2. Le B2 il est exagéré parce qu'il y a un éclat du B2 qui est en rapport avec l'hypertension artérielle pulmonaire. Alors lorsqu'il y a une rupture d'IM par une rupture de cordage, donc vous avez un timbre qui est différent, il est rude, il est râpeux, et puis, comme je vous ai dit, les radiations ne se font plus vers la pointe, vers l'apex, mais elle se fait surtout vers la base du cœur, comme je disais tout à l'heure. Et enfin, le souffle peut être mésosystolique ou télésystolique avec un clic, ici, ce qu'on appelle un clic mésosystolique lorsqu'il y a un prolapsus de la valve mitrale. Donc, clic mésosystolique et un petit souffle méso-télésystolique. Alors, sur l'électrocardiogramme, maintenant, on a ausculté, on sait qu'il y a une insuffisance mitrale, on a trouvé certains critères qui peuvent dire que l'IM est importante. Il faut évaluer le retentissement, le degré de retentissement de l'insuffisance mitrale sur les cavités cardiaques. Le premier examen,
c'est l'électrocardiogramme. On avait parlé tout à l'heure sur le plan physiopathologique d'une dilatation de l'oreillette gauche. Donc, je m'attends à avoir une hypertrophie de l'oreillette gauche qui est sur l'ECG. On peut la diagnostiquer par des critères suivants. C'est l'augmentation de la durée de l'onde P en D2 qui va être supérieure ou égale à 0,12 secondes ou 120 millisecondes avec un aspect bifide ou diphasique. Et au niveau de, donc ça c'est la dérivation des deux, et en V1, on va trouver une onde P diphasique avec une petite positivité et une négativité très nette. Parfois, on peut être amené à avoir une arythmie par une fibrillation atriale. Le ventricule gauche, il y a donc une surcharge de ventricule gauche, une HVG de type diastolique. Donc, vous avez le Sokolov qui est supérieur à 35. Et je vous rappelle que le Sokolov, c'est S en V1 plus S en V5 en V6, là où c'est plus ample. Et ou bien le Cornell qui est égal à S R en AVL plus S en V3. C'est inférieur, normalement, c'est inférieur à 20 chez la femme et à 25 ou 28 chez l'homme. Alors, voici un malade qui a une surcharge ventriculaire très importante et regardez, le rythme est irrégulier. On ne reconnaît pas d'activité atriale. On ne voit pas d'onde P. Donc, c'est une fibrillation auriculaire qui est assez rapide, autour de 120 battements par minute. Et lorsqu'on va calculer le Cornell, alors vous avez ici, vous avez 7 en AVL et vous avez en V3 ici, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40. Vous êtes uniquement en V3, on a 50. Et donc, il y a une HVG assez importante. Alors, si je veux faire le Sokolov, alors pour le Sokolov ici, j'ai 5, 10, 15, 20. Donc là, j'ai 20, plus, donc on veut 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55. Donc, on a 57 de Sokolov. Donc, c'est une dilatation ventriculaire gauche extrêmement importante. Donc, voici donc un élément important d'évaluation. Et puis, la radio thoracique. Ici, je vous montre une radio normale. Vous allez la comparer à une dilatation du ventricule gauche. Alors, vous avez, dans la radio, vous avez une dilatation, une cardiomégalie au dépend du ventricule gauche, de l'oreillette gauche, avec une dilatation, un indice cardiothoracique au-delà de 0,50. Et avec une dilatation de l'oreillette gauche, on va la reconnaître par un arc moyen gauche convexe, avec un aspect, un arc moyen droit, convexe, avec un double contour de l'arc inférieur droit. D'accord. Et puis une dilatation du ventricule gauche, c'est un arc inférieur gauche qui est allongé avec une pointe sous-diaphragmatique, des calcifications mitrales et des signes d'hypertension artérielle pulmonaire. Je vous montre ça sur une radio. Donc, voici l'arc droit. Donc, ça c'est à droite, ça c'est à gauche. Et vous voyez qu'ici, il y a une surcharge pulmonaire vasculaire, une surcharge hilaire. D'accord. Et puis, vous avez ici un aspect en double contour. Ici, on va avec une accentuation de l'opacité centrale en rapport avec une dilatation de l'oreillette gauche qu'on voit ici. Il y a ici un aspect en double contour, il y a une bosse sur l'arc moyen gauche avec cette grosse moustache hilaire qui veut dire qu'il y a une hypertension artérielle pulmonaire. Et puis, vous avez le bord gauche, donc vous avez le bord inférieur gauche, ouais, qui va jusqu'à la paroi thoracique, qui veut dire que le ventricule gauche est dilaté. Mais l'examen essentiel, les deux examens avec le CG et l'échographie peuvent être normaux. L'examen essentiel étant l'échocardiographie Doppler qui va nous permettre d'évaluer, si vous voulez, de manière exacte la valve mitrale, l'essence mitrale, et puis surtout le retentissement de cette fuite mitrale sur les cavités cardiaques, sur la fonction ventriculaire gauche et sur la circulation pulmonaire. Eh bien, premier élément, c'est qu'elle va préciser le mécanisme de la fuite mitrale. Est-ce qu'il y a des calcifications de la valve? Est-ce que c'est une hernie rhumatismale ou pas? Et puis, comment est l'appareil sous-valvulaire? C'est très important lorsqu'on décide d'opérer, de savoir si la valve est très remaniée ou pas. Et puis, comment est la fuite? Est-ce qu'elle est centrale? Elle est excentrique? C'est une rupture de cordage? Les répercussions, ce sont les dilatations surtout de l'oreillette gauche, du ventricule gauche, surtout quelle est la valeur de la fraction d'éjection du ventricule gauche, qui est un élément pronostique extrêmement important en préopératoire, et puis quelles sont surtout les pressions pulmonaires et comment elle est la fonction du ventricule droit. Alors donc, sans y aller dans le détail
de l'échographie, mais il est très, très important parfois de compléter cette échographie transthoracique par une échographie transœsophagienne quand on a des doutes sur l'importance du volume régurgité, mais surtout sur la texture de valve mitrale. Et si on considère que l'appareil valvulaire et sous-valvulaire a une texture assez souple, on peut proposer une plastie réparatrice au lieu d'y aller enlever l'appareil valvulaire et mettre une prothèse définitive. Voici un exemple d'une fuite mitrale à l'échographie. Là, c'est l'aorte. Là, c'est une fuite aortique. Ici, le septum interventriculaire. Et là, ici, vous avez l'oreillette gauche. Ici, vous avez le ventricule. La petite valve, elle est par là. La grande valve, elle est là. Et vous avez une fuite mitrale qui est assez importante et qui est excentrée vers la paroi postérieure de l'oreillette gauche. Donc, voici une image 4 cavités sur ici le ventricule droit, oreillette droite, ventricule gauche, oreillette gauche. Vous avez la valve mitrale ici. Vous voyez ici la petite valve qui va venir ici prolaber sous la grande valve. Voici le prolapsus de la grande valve mitrale. Ici, vous avez la grande valve qui passe sous la petite valve. Et vous avez ici le plan de l'anneau mitral, il est là. Donc, vous allez avoir une fuite mitrale qui va venir et qui sera excentrique ici. Alors ici, c'est la classification du l'IM en fonction du mécanisme de classification de Carpentier qui est utile pour les chirurgiens parce qu'ils vont décider de ce qu'ils vont faire. On ne va pas tarder là-dessus. Donc, le diagnostic différentiel et les cliniques et l'échographie sera là pour corriger en cas d'erreur. Alors, sur le plan clinique, on peut avoir un souffle dité systolique au niveau de la xiphoïde d'abord, donc c'est pas le même poète d'auscultation. Et puis, c'est un souffle qui augmente en inspiration, ce qu'on appelle le signe de Carvalho. Deuxièmement, c'est le souffle systolique d'une CIV. La CIV, c'est une communication intraventriculaire qui est une maladie congénitale, le plus souvent. Et c'est un souffle qui est mésocardiaque, en rayon de roue. Et donc, il n'a pas du tout les mêmes caractéristiques que le souffle de l'insuffisance mitrale. Alors, est-ce qu'il faut faire un cathétérisme cardiaque, oui ou non? Au jour d'aujourd'hui, avec la performance des échographes qu'on a aujourd'hui, on a très, très rarement recours au cathétérisme cardiaque, sauf peut-être pour les sujets qui ont 45 ans chez l'homme et 50 ans chez la femme, pour faire une coronarographie, pour voir s'il n'y a pas des lésions coronaires significatives qu'il va falloir corriger au même moment que la réparation mitrale. L'évolution et les complications, vous avez l'arythmie atriale et la fibrillation atriale qui peuvent conduire à l'insuffisance cardiaque, donc ça on l'a vu tout à l'heure, et puis les thromboses intra-OG, ça aussi, je vous dis tout à l'heure que le risque est moins important que dans le RM. Enfin, il y a l'hypertension artérielle pulmonaire lorsque en fait, il y a une évolution assez importante et pendant de longues années. Très souvent, ça arrive chez des malades qui refusent de se faire opérer. Donc, on leur propose l'intervention. Évidemment, c'est pas une bonne nouvelle quand vous dites à quelqu'un, on va vous faire opérer d'une valvulopathie. Il faut se mettre dans ces conditions. C'est quelqu'un qui va avoir une thoracotomie, donc une cicatrice le long du thorax, il va avoir une prothèse cardiaque, il sera sous traitement anticoagulant à vie. Donc, c'est quelqu'un qui est dépendant toujours d'un médecin. Et puis, en fait, il ne guérit pas, mais il change de maladie. Il était porteur d'une IM, maintenant il est porteur d'une prothèse. Et donc, très souvent, les malades, évidemment, à juste titre, quand ils ne sont pas préparés psychologiquement, ils peuvent refuser l'intervention et ils arriveront à un stade de dysfonction VG, d'hypertension artérielle pulmonaire assez importante, et donc ils peuvent refuser la chirurgie. Par ailleurs, il faut absolument éviter, vous savez qu'il y a des patients qui vont faire des troubles du rythme ventriculaire puisque le ventricule gauche se dilate. S'il y a des troubles ventriculaires qui surviennent alors que le ventricule gauche il y a une dysfonction, eh bien, il faut éviter les traitements diurétiques parce que si vous ajoutez un diurétique sur une dysfonction VG, vous avez provoqué une hypokaliémie et ça fait le lit à des troubles du rythme ventriculaire qui peut être dramatique. Enfin,
l'évolution toujours, elle dépend beaucoup plus de l'étiologie que de sa rapidité de constitution. Et on peut opposer, comme je l'ai dit tout à l'heure, une IM aiguë avec un ventricule gauche hyperkinétique, une fraction d'éjection 75%, une petite OG, mais un tableau bruyant de AP, à une IM chronique avec une distension de la gauche, du ventricule gauche évoluant vers l'hypertension artérielle précapillaire et l'insuffisance ventriculaire droite. Il y a une complication grave et dramatique pour toute valvulopathie et étant la greffe bactérienne. Donc là, il faut absolument, pour tout porteur de prothèse ou de valve, de valvulopathie, il faut absolument prévenir toute infection, traiter toute infection présumée septique ou tout geste présumé septique par des antibiotiques pour éviter l'apparition d'une infection ou d'une greffe bactérienne. Alors, le bilan préopératoire, donc on a parlé de la coronagraphie, puis rechercher, des fois, il y a infectieux. Il n'est pas question d'envoyer quelqu'un se faire opérer avec une dent cariée. Ça, c'est un drame. Donc, il faut faire une radio des sinus, il faut faire une expertise dentaire avec une radio panoramique, et pour éviter, donc, toutes les complications, ce qu'on appelle surtout l'endocardite infectieuse précoce, post-opératoire précoce, qui est une endocardite à staphylocoque en général, et dont la mortalité atteint les 80% malgré et elle impose une réintervention. C'est des complications assez graves. Donc, aussi la prévention de l'endocardite, comment elle se fait pour des gestes anodins, c'est l'amoxicilline 3 grammes 1 heure avant la prise pour les soins dentaires et puis les gestes gynécologiques et digestifs. Sinon, on peut passer à l'association amoxicilline-gentamicine par voie parentérale lorsque on fait des gestes des gestes invasifs. Alors, les traitements, pour tout traitement d'une valvulopathie, c'est un traitement éminemment chirurgical. Éminemment chirurgical, le traitement médical est là comme un traitement d'appoint pour traiter soit une dyspnée, soit une insuffisance cardiaque, soit un trouble du rythme, mais ce n'est pas un traitement de la valvulopathie elle-même. Donc, la valvulopathie elle-même, il faut plutôt traiter en fonction de la texture de la valve. Alors, on oppose deux gestes, soit une plastie, soit on remplace la valve. La plastie, c'est lorsque l'appareil valvulaire le permet, donc il n'est pas remanié. S'il est remanié, il va falloir changer. Alors, pour les sujets au-delà de 65 ans, on peut proposer une bioprothèse, une prothèse biologique. Le problème des prothèses, c'est que ça se calcifie rapidement. Au jour d'aujourd'hui, les nouvelles prothèses, les prothèses biologiques, elles peuvent tenir une vingtaine d'années, quinzaine d'années minimum. Donc, je suppose que quelqu'un qui a 65 ans, bon, ma foi, s'il peut tenir 20 ans encore, c'est très important. Alors, c'est très important pour ces malades qui ont une prothèse biologique parce qu'on peut ne pas mettre le traitement anticoagulant s'il n'y a pas d'arythmie par fibrillation atriale. Par contre, pour les prothèses mécaniques, elles tiennent à vie, mais le traitement anticoagulant est à vie. Vous connaissez très très bien les conséquences d'un traitement anticoagulant. C'est pas la panacée. Alors, voici comment on fait placer sur la valve mitrale. Alors, voici les bioprothèses. Hein. Bon, voilà, on mis à Suze en disant, en fait, en réalité, ça, c'est de vieilles bioprothèses. Celles d'aujourd'hui, elles tiennent une vingtaine d'années. Et ça, c'est des prothèses mécaniques. Ça, c'est une très, très ancienne valve. Hein, on n'utilise plus. C'est la valve de Starr. Elle date des années 60. Alors, je crois que j'en ai fini avec ce résumé un peu long, ce cours sur l'insuffisance mitrale. Je ne sais pas si vous avez des questions. Alors, vous pouvez ouvrir, si quelqu'un a une question, il ouvre le micro, bien sûr, vous l'écrivez. De toutes les manières, vous avez mon mail. Si vous avez des questions, vous pouvez m'envoyer des mails ou bien vous les regrouper sous forme de… et un seul délégué me les envoie en une seule fois. Comme ça, je ne vais pas être submergé par des mails. Voilà, merci pour votre attention. Alors, malheureusement, c'est des questions qui, normalement, elles sont interactives, donc, mais je vous les donne parce que ça peut être des questions d'examen. Quel est l'examen qui permet de préciser au mieux le mécanisme de l'insuffisance mitrale? Vous savez très bien, c'est l'échodoppler cardiaque. Particularité du souffle de l'IM de la rupture de cordage, on l'avait dit tout à l'heure. Citer les avantages et les inconvénients de chaque option chirurgicale, ça vous les connaissez, je suppose. Alors, donc, le cours est fini. Alors, je ne sais pas s'il y a des questions
ou pas. Des gens qui nous rejoignent maintenant. Docteur, A priori, il n'y a pas de questions. docteur, Oui, je vous écoute. il y a une étudiante qui vous demande concernant l'AVK, est-ce qu'on le prescrit à vie pour les prothèses Présentez-vous, mécaniques? présentez-vous. اسمع قولي شكون انت d'abord. Je suis là, il y a une étudiante. D'accord. Alors, qu'est-ce que tu veux savoir? Il y a une étudiante qui vous a écrit, est-ce que concernant l'AVK, Ah oui, il y a des questions, je ne les ai pas vues. Attends, je vais essayer. Normalement, je pourrais revoir les questions. Non, c'est la Allez-y. dernière question, monsieur. C'est Sa la question, dernière, c'est la c'est la seule. dernière. C'est le dernier message, oui. Attendez, mais il faut que je les revoie. Il faut que je les voie, les messages. Je ne sais même pas où est-ce qu'ils sont. Attendez, il faut que je ne suis pas très habitué à ce genre de truc. Alors, où est-ce qu'ils sont les messages? Alors, ben, je relis la parce que j'arrive pas à retrouver les messages. Allez-y, donc la question est sur les anticoagulants, c'est ça? oui, est-ce qu'on les prescrit à vie pour les prothèses et pour les prothèses mécaniques? Pour les prothèses mécaniques, c'est à vie. Pour les prothèses biologiques, s'il n'y a pas de trouble du rythme auriculaire comme la FA, on les prescrit pendant 3 mois, entre 3 à 6 mois en général. Au bout de 6 mois, si le patient est en rythme sinusal, on considère qu'il n'y a plus de risque, on peut arrêter les antivitaminiques. Alors, vous savez que pour les valvulopathies et les prothèses, pour les FA valvulaires, évidemment, on ne donne pas les nouveaux anticoagulants, comme l'apixaban, le dabigatran, l'édoxaban et le rivaroxaban. Alors, en Algérie, vous avez le rivaroxaban, le dabigatran et le rivaroxaban. Et donc, on peut pas, ils sont contre-indiqués, en fait, ça ne marche pas. Et donc, il faut donner les antivitaminiques. Alors, allez-y. Il y a une autre question. Y a-t-il un risque de prescription d'anticoagulants chez une femme enceinte ou en cas de porteur de maladies hémorragiques et avec quoi est-ce qu'on peut les remplacer? Alors là, j'ai rien compris. D'abord, il y a une femme enceinte, c'est ça? Oui. Est-ce qu'il y a un risque de prescription d'anticoagulants? Attendez. Donc, c'est une femme enceinte et qui a une prothèse, c'est ça? Non, elle a dit est-ce qu'il y a un risque, en fait, chez une femme enceinte. Un risque de quoi? Est-ce qu'on peut lui prescrire des anticoagulants? Mais pourquoi vous voulez prescrire des anticoagulants à une femme enceinte si elle n'a pas un problème de thrombotique? Donc là, regardez, si vous avez… Pardon? Elle a une prothèse. Ah, elle a une prothèse, les anticoagulants sont obligatoires. Ils sont obligatoires. Maintenant, ce qu'il faudra faire, quand les antivitamines K sont contre-indiqués le premier mois parce qu'ils sont tératogènes, ils sont contre-indiqués au dernier trimestre parce qu'ils sont très difficiles à gérer. Donc, pendant le premier trimestre et le dernier trimestre, on fait un switch on arrête les antivitamines K et on met le malade sous héparine. Et donc, il n'y a que le deuxième trimestre, là, effectivement, on remet les antivitamines K. Mais le risque hémorragique est très important. C'est que là, je vous ai dit tout à l'heure que malheureusement, les porteurs de prothèses, vous savez que l'accouchement, il doit être bien encadré par le cardiologue, par le gynécologue et le réanimateur. Donc, on dit classiquement que l'accouchement d'une femme porteur d'une prothèse ou d'une cardiopathie en général, le travail est très, très rapide. Au lieu de durer 7, 8, 10 heures pour une primipare, il peut durer uniquement 4 heures parce qu'il y a une ischémie utérine qui se produit et donc l'expulsion est assez rapide. Et donc, effectivement, dans cette ambiance de risque de saignement, il vaut mieux utiliser
l'héparine parce qu'on a une manière très, très rapide d'antagoniser avec le sulfate de protamine. D'accord. Merci, docteur. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Allô? Je ne pense pas, non. Alors, s'il n'y a pas d'autres questions, je vous conseille de rester chez vous confinés parce que le Covid, ça a tendance à augmenter parce que vous savez qu'il y a un comportement irrationnel des Algériens vis-à-vis du risque. Ouais, quand vous sortez à l'extérieur, ils ne mettent pas de masque, ils ne se protègent pas. Et malheureusement, au niveau des hôpitaux, on a à Mustapha beaucoup plus de cas qu'avant. Alors, pour les étudiants de l'hôpital Mustapha, mais pour les autres, ceux qui veulent se joindre à nous, je vais organiser, je vous envoie au délégué, je vous envoie un lien pour organiser un atelier sur l'interprétation de l'ECG qui va durer à peu près une quarantaine de minutes. Je vous dis que, alors vous me dites, donnez-moi une date après l'Eid, la date qui vous convient, discutez entre vous et comme ça, je pourrai partager avec vous sur 3 quarts d'heure l'électrocardiogramme. Donc, on refera le CG normal et on va voir comment interpréter un électro globalement. Donc, on fera sur 2 ou 3 sessions le CG normal, le CG pathologique. Ceux qui sont intéressés, si vous êtes intéressés, faites-moi un signe et on peut programmer la réunion. Quoi? Oui, docteur. Vous n'êtes pas intéressé? Ah, si, d'accord, ok. Ah ben, très bien, alors on s'arrête là. Prenez soin de vous et de vos familles. Et puis, au plaisir de vous voir. Hein. Malheureusement, on ne se voit pas parce que, vu les circonstances, j'espère que d'ici, je ne sais pas comment. Vous avez une idée sur l'examen, comment il va se passer ou pas? Non, aucune. Non, aucune idée. Non. Ouais, donc, probablement en septembre ou octobre, sûrement.